Nous avons le plaisir d'accueillir notre dernier intervenant de cette journée bien remplie, bien chargée. Je ne vous présente pas Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne en charge de la culture. Il a bien voulu venir rapidement de Rennes alors qu'il était très occupé pour des questions de préparation de budget. Et il va nous expliquer clairement, selon son habitude, les enjeux de la politique culturelle de la région Bretagne. Oui, je suis amené, vraiment je m'en excuse auprès de vous, à faire un exercice que je n'aime pas du tout. Et avant d'être élu, quand je voyais des élus qui arrivaient au dernier moment, je trouvais ça terriblement désagréable, sauf que nous sommes en session du Conseil régional. Et normalement, les membres de l'exécutif ne peuvent pas quitter l'hémicycle ou la proximité de l'hémicycle au cas où ils pourraient être appelés. Bien. Sauf que, et là je parle vraiment sérieusement parce que là encore, j'ai souvent entendu des élus venant à des inaugurations, venant à des vernissages, venant à des cérémonies dire combien ils étaient heureux d'être là. Et on pouvait parfois prendre le propos avec une relative distance, parfois, ça peut arriver. Là, je veux dire vraiment, et si je voulais, à titre personnel et au nom de la région Bretagne, si je voulais, alors que nous étions en session, venir, malheureusement le plus tard possible, pour repartir tout de suite, c'est parce que je suis vraiment persuadé, et les mots ont un sens, que nous devons beaucoup au mouvement Arfals. J'ai repris ma petite expérience individuelle et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques-uns d'entre vous depuis quelques jours. En 1973, les Temps modernes, avec ces articles dans ce numéro piloté par Yves Persson. En 1973, j'avais 17 ans, voilà. Et je retrouvais ce numéro des Temps modernes de 1973 annoté de manière qui, avec le recul de l'âge, me semblait parfois présomptueuse, mais annoté, j'ai en quelque sorte appris à travers ce numéro des Temps modernes ce qui allait être une espèce de fil rouge toute ma vie durant. 73, c'est aussi ma découverte du mouvement Arfals, de Skolvreis, de Yann Soyer, au-delà de Yann Soyer, d'Émile Masson, et de toute cette filiation qui, d'Émile Masson à Yann Soyer, à l'UDB et aux courants divers de la gauche en Bretagne aujourd'hui, nous fonde tels que nous sommes. Je veux le dire vraiment le plus sincèrement possible, le plus sérieusement possible. Je me sens redevable à tout ce courant et au nom de cette dette, entre guillemets, il me semblait nécessaire de venir et de représenter en quelque sorte la région Bretagne à cette journée. Je lisais récemment dans un ouvrage de Georges Steiner un propos de Paul Celan, que vous connaissez peut-être et que je ne connaissais pas. Paul Celan développe que dans la racine de la langue allemande, les verbes penser, remercier et se rappeler sont de même famille. Denken, danken, gedenken. En lisant ces propos de Paul Celan, je pensais à cette conférence d'aujourd'hui, à cette journée de réflexion que vous aviez aujourd'hui. La pensée, c'est toujours un palimpseste. Je crois que dans toute pensée, il y a une forme de se rappeler et une forme de remerciement. En Yann Soyer, il y a Émile Masson. En nous, vraisemblablement, il y a Yann Soyer, il y a Émile Masson. La pensée qui est la nôtre aujourd'hui, en 2013, elle est nourrie et nous devons savoir remercier. Voilà. Il ne faut jamais renier les siens, et c'est pour ne pas renier ceux qui m'ont fondé comme ils vous ont fondé que je souhaitais être là aujourd'hui. Deuxième point que je veux développer pour être au plus proche de la demande de Arfals Skolvreis dans le cadre de cette journée, c'est un tableau rapide des politiques culturelles. Je ne rentrerai pas dans les dispositifs, cela serait
tout à fait inutile. Je voudrais m'arrêter à des choses que certains que je vois dans la salle et qui sont au Conseil culturel de Bretagne m'ont déjà entendu tenir, parce que je ne change pas de propos suivant les amphithéâtres et suivant les lieux. Je veux commencer par dire qu'il ne peut y avoir de politique culturelle dans le monde qui est le nôtre si l'on ne prend pas la juste mesure des menaces qui pèsent sur nous. Parce que je crois que le temps des menaces est lourd aujourd'hui. Il y a une phrase de Nietzsche qui résume, je crois, assez bien ces menaces lourdes-là. Je cite : « L'art des artistes doit un jour disparaître, entièrement absorbé dans le besoin de fête des hommes. » L'art des artistes doit un jour disparaître, entièrement absorbé dans le besoin de fête des hommes. Oui, nous avons besoin de fêtes et nous avons besoin de divertissement. Mais au titre de nos politiques publiques, il faut savoir résister à cette menace-là. Parce que le divertissement ne construit pas l'humanisme. Le divertissement ne construit pas la relation à l'autre. Ce n'est pas le divertissement qui nous fait tenir debout et qui nous fait tenir ensemble debout. Et donc, au titre des politiques publiques, il nous faut prendre la mesure de la menace, de celle-là comme d'autres. J'en cite 3 ou 4 qui me semblent évidentes et qui évoluent si vite sous nos yeux. Le rapport au temps, cette immédiateté de la technique, cette immédiateté de nos tweets, qui nous amène à bousculer la pensée en quelques mots, mais pense-t-on le complexe en quelques mots? Autre menace. La question de l'espace qui vient bousculer l'ensemble de nos regards sur nous-mêmes et sur le monde, quand le lointain devient proche alors que le proche peut devenir étranger. Il y a là une évolution lourde et heureuse d'une certaine manière parce qu'elle naît du mouvement, et le mouvement peut permettre la rencontre. Mais attention, attention parce que cette globalisation, mondialisation, ce monde des flux et des réseaux peut aussi construire une sous-culture dominante venant bousculer l'ensemble de nos territoires. Autre menace dans ce libéralisme qui, année après année, je le trouve, gagne du terrain. Je pense que nous avons perdu des batailles, les batailles perdues de Louis Guillou, des batailles idéologiques qui ont été perdues. Quand des sphères entières, des espaces publics, touchant à la santé, touchant à l'enseignement supérieur, nous sommes ici dans un amphithéâtre, sont remis dans un ordre libéral au nom d'une efficacité, au nom de compétitivité, au nom d'un consumérisme qui est aussi bien souvent le triomphe de la cupidité. Il y a là aussi une menace. Et puis je termine par une dernière, l'individualisme. L'individu, j'entendais parler des Lumières tout à l'heure, l'individu c'est une formidable conquête des Lumières. Mais quand de l'individu on passe à l'individualisme, et de l'individualisme peut-être peu ou prou à une forme d'égotisme, ce n'est plus tout à fait la même chose. Parce que la question du vivre ensemble, là aussi, la question de la citoyenneté, de l'émancipation, là aussi, elle est posée. Alors quand on globalise toutes ces menaces dont je viens de parler, se pose évidemment la question du sens, se pose évidemment la question du sensible, et dès lors que la question du sens et du sensible est posée, eh bien, nous devons, au titre de nos politiques culturelles, tous, collectivités locales, territoriales, l'État, tenter d'y répondre. Ça ne suffit pas, bien sûr, ça ne suffit pas, mais encore faut-il ne pas en rabattre. Encore faut-il ne pas en rabattre. Alors, j'avais mis là une citation, certains m'ont déjà entendu, je la répète, je la trouve magnifique. C'est une citation d'Yvon Lemaine qui résume un peu tout ça, à vrai dire. À quoi servent les artistes dans ce monde qui préfère les chiffres aux lettres et dont la folie des chiffres menace de nous faire chavirer dans le chaos? Que celui qui n'a besoin ni de chansons, ni d'images, ni de poèmes, ni de romans, ni de films, ni de pièces de théâtre, ni de musique, pour que se dise sa vie quand il ne sait plus la dire, pour que s'écoule son chagrin quand il ne sait plus pleurer, que celui-là tranche la gorge aux oiseaux. Que celui qui n'a pas besoin d'artistes
retienne ses larmes à jamais et brise par avance ses éclats de rire. Je crois, humblement, modestement, qu'une politique culturelle, quelle qu'elle soit, à quel niveau territorial qu'elle se situe, se doit de se poser cette question. Alors, face à ça, des réponses. Des réponses, c'est la volonté de développer une politique culturelle ambitieuse, et les discours n'ont de traduction que si les budgets suivent. Et je suis aujourd'hui fort malheureux de remarquer qu'il n'y a plus que 3 régions en France qui continuent à augmenter leur budget de la culture. Ce qui veut dire qu'en France métropolitaine, il y en a 19 qui ne les augmentent plus. Au-delà des politiques culturelles et des budgets culturels, nous tentons de développer quelque chose, et là c'est unique en France, c'est un combat. Il ne peut y avoir dans nos territoires d'investissements subventionnés par la région au titre des politiques territoriales sans qu'il y ait une traduction culturelle, artistique. Ce que l'on a appelé abusivement le 1% culturel, mais généralisé. Des travaux dans les ports, un objet artistique ou culturel. Des travaux dans les lycées, bien évidemment, mais des travaux dans tous les lieux subventionnés par la région Bretagne. Nous engageons une démarche avec l'ensemble des 21 pays de Bretagne, l'ensemble des territoires, autour de cette idée simple. La culture, ce n'est pas un supplément d'âme, ça touche à l'âme. La Bretagne a des choses à dire en la matière, autant les dire ensemble. Ça touche la création, l'artiste, dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent. La création, le geste artistique, c'est le doute, c'est la question face à l'arrogance des certitudes et des chiffres. Nous en avons besoin. Au-delà de la création et du geste de l'artiste, c'est le vivre ensemble. Et la Bretagne est un terrain extraordinaire en la matière parce que la vie bénévole, la vie associative reste extrêmement dense. 3e niveau et 3e réflexion, la vie culturelle, c'est un outil d'attractivité des territoires. On le voit, quelle que soit la taille du territoire, et en Bretagne tout particulièrement. C'est dans cet esprit-là que nous continuons à bâtir nos projets pour l'avenir. C'est dans cet esprit-là que, avec l'ensemble des collectivités infrarégionales, je ne cesse de tenir ce discours simple. Il nous faut tenir ensemble. C'est une question d'esprit critique, de discernement, d'émancipation et d'une certaine manière de citoyenneté. Ceci étant dit, je veux vous parler des singularités de la Bretagne. Parce que la Bretagne, évidemment, a des singularités. Et Émile Masson, Yann Soyer, tout le courant d'Arfals, depuis sa création dans les années 30, a eu souvent l'occasion de le développer. Après les identités bafouées, je ne reviens pas sur toute l'histoire culturelle de la Bretagne, après cette culture méprisée, cette langue qui a été refusée, il a fallu résister à l'effacement des traces et à l'oubli qui recouvre évidemment les vaincus. Un travail extrêmement important avait été engagé dès le XIXe siècle. Un travail important a été prolongé tout au long du XXe siècle. Et l'ensemble des ouvrages de vulgarisation de Scolvreys participent de cette résistance à l'effacement des traces. Au nom d'une vulgarisation, au nom de la connaissance, dès lors que les grands organismes d'enseignement ne font pas ou ne faisaient pas ce travail absolument essentiel. Dans les dernières années, on a vu, à travers d'autres livres, d'autres ouvrages qui sont venus à leur tour bousculer, de Morvan-Lebesgue à Glenmore, de Graal à Keinec, etc., etc., nous avons vu la force du chant et la singularité de la Bretagne se maintenir. La filiation dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours à l'œuvre. C'est quelque chose qui est essentiel au titre des politiques publiques que nous voulons mettre en place dans la région Bretagne. L'égale dignité des cultures. Je ne cesse de le dire depuis 2010, la grande inflexion que nous avons donnée à ces politiques culturelles depuis le dernier mandat, depuis 2010, tourne autour de cette formule simple, l'égale dignité des cultures. Le refus des hiérarchies qui nous ont été imposées tout au long du XIXe et du XXe siècle,
avec une culture d'en haut, soutenue par les grandes institutions, soutenue par les grands organismes de défense de la vie artistique et culturelle, et puis une culture d'en bas qui serait sous la responsabilité quasi exclusive du fait associatif et donc de la volonté souvent individuelle. Il n'y a pas de hiérarchie entre les formes de culture. Et à proximité d'une scène nationale comme le Quartz, première scène nationale de France, dit-on, je le dis et je le redis, Shakespeare, oui, bien sûr, le Barzaz Braze, tout autant. Ni plus, ni moins, tout autant. Et je me pose d'ailleurs la question, à travers le destin particulier, je suis ici à Brest, je le dis, le destin particulier d'un Henri Queffélec, par exemple, je me pose la question de savoir pourquoi Faulkner est un écrivain tout court, un écrivain qui touche à l'essentiel, qui touche à l'universel, alors que Henri Queffélec est forcément un écrivain un peu régionaliste. Sauf que Faulkner, il est tout aussi enraciné que Queffélec. Et que quand vous lisez Queffélec, vous rencontrez aussi un grand auteur, un grand écrivain. Égale dignité des formes de culture. Les cultures populaires aussi touchent à l'universel. Les cultures populaires aussi nous aident à bâtir un humanisme de l'universel concret. Et je ne sais pas si le propos a été développé, mais je prolonge très modestement ce qui a été beaucoup développé par Edgar Morin autour de cette confrontation entre l'universel des Lumières qui s'est imposé à la face du monde, qui était un universel abstrait, et l'universel concret de la relation de l'humanisme. Les cultures populaires sont aussi porteuses d'universel, de cet universel concret de la relation. Et quand je vois le titre de la journée, de la Bretagne au monde, c'est évidemment ce que nous souhaitons développer, ce que nous souhaitons aider, tout particulièrement dans le cadre des politiques publiques que nous mettons en place. Et quand récemment, l'Orchestre de Bretagne, Orchestre symphonique de Bretagne, a engagé un travail avec Marthe Vassallo, d'une part, et a engagé un travail avec Ibrahim Malouf, d'autre part, eh bien on est là, justement, dans cette philosophie de la relation. Un orchestre symphonique peut aussi travailler avec une Marthe Vassallo. Et je prends cet exemple parce qu'il est très récent, je pourrais en prendre beaucoup d'autres, et je suis très heureux que le Quartz en particulier à Brest se soit ouvert au festival No Border tous les mois de décembre, les musiques du monde, les musiques populaires du monde, dans une grande institution culturelle. C'est la place de nos cultures populaires. Et c'est pour ça que tout ce qui touche à l'émancipation, en quelque sorte, universaliste de ces cultures populaires, doit être davantage aidé par la région Bretagne qu'elle ne l'était jusqu'à présent. C'est vrai en Bretagne, c'est vrai à l'extérieur, et nous allons organiser au mois d'octobre prochain 3 grosses journées au Pays de Galles autour des musiques de Bretagne, comme nous soutenons des nuits de la Bretagne, qui ne sont pas uniquement des nuits celtiques. Je dis cela parce que je crois que le moment est venu d'oser la Bretagne. Oser la Bretagne en Bretagne, oser la Bretagne en France, oser la Bretagne en Europe. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis persuadé, c'est une conviction, plusieurs d'entre vous me l'ont déjà entendu tenir, je vous la soumets. Je suis persuadé que la Bretagne actuellement, je dis actuellement parce que ces choses-là peuvent changer, et l'histoire elle bouge tous les jours, la Bretagne actuellement tient bien, tient de manière à peu près égale son enracinement et son ouverture. L'enracinement seul pourrait parfois conduire à des autarcies, des petites différences, à des replis sur soi, à des enfermements. L'ouverture seule, ce pourrait être le monde des flux et des réseaux, de la globalisation, mondialisation et des sous-cultures portées par les grands médias américains, bien souvent, dont je parlais tout à l'heure. Je crois que la Bretagne, elle est très enracinée, mais en même temps, elle est ouverte sur le contemporain et ouverte sur les autres. Et je crois qu'on tient bien la synthèse en Bretagne. Et c'est parce qu'on tient bien cette synthèse d'une Bretagne enracinée en 2013, dans ce monde
que nous ne refusons évidemment pas de la globalisation des flux et des réseaux, parce qu'elle nous apporte aussi. C'est bien parce que nous tenons les deux éléments de cet ensemble que je crois qu'il nous faut, davantage que par le passé, oser la Bretagne. Un besoin de Bretagne, un plaisir de Bretagne. Mais pour que ce plaisir de Bretagne soit fécond, il faut qu'il soit nourri par la Bretagne elle-même, parce qu'autrement le risque serait grand de ne retenir de la Bretagne que quelques symboles, quelques images. Et je pense évidemment à un autocollant au cul des voitures. Ce n'est pas ça la Bretagne. La Bretagne, et c'est là que l'on boucle l'ensemble, c'est le travail qui est réalisé par Skolvreis, c'est le travail de vulgarisation qui est organisé par différentes structures, Bretagne Culture Diversité et quelques autres, c'est l'extraordinaire travail qui est mené par Jean-Jacques Monnier et qu'il nous faut soutenir, c'est tout ce travail intense qui fait que la Bretagne est la Bretagne, dans sa singularité, et pas uniquement dans quelques images, dans quelques symboles. La Bretagne est la Bretagne en 2013, aujourd'hui, à la fois enracinée et ouverte. Alors, nous avons des grandes richesses. La grande richesse première, c'est ça, c'est ce savoir accumulé, c'est cette culture véritablement enracinée et universelle. Notre richesse aussi, c'est le tissu bénévole, l'extraordinaire vitalité associative. Tout cela est là. Et tout cela peut nous conduire à avoir quelques espoirs pour l'avenir, malgré les menaces dont je parlais tout à l'heure. Pour autant, il ne faut rien lâcher, j'y reviens, et il faut tenir au titre de nos politiques publiques et encourager tout le temps ceux qui vont dans ces voies-là. Il nous faut aussi obtenir, et le combat nous le menons actuellement, et j'ai l'occasion, à titre personnel, de mesurer combien ce combat est difficile. Il nous faut aussi obtenir une bien plus large autonomie, parce que, disons-le clairement, et je le dis au nom de la région Bretagne, d'abord, elle n'a que 4 départements sur les 5 de la région historique, vous le savez tous, et d'autre part, ces moyens sont des moyens très croupions à l'échelle de l'Europe, il faut quand même le dire clairement. Les régions françaises, la région administrative Bretagne en particulier, sont des naines à l'échelle de l'Europe. Et donc il est important de se battre pour obtenir bien davantage, une véritable décentralisation avec des expérimentations, et tout particulièrement sur le terrain linguistique et sur le terrain culturel. Je peux mesurer, encore aujourd'hui, en 2013, combien les résistances jacobines dont vous avez dû beaucoup parler sont fortes. Nous le savons tous dans la salle. Mais des fois, je suis quand même surpris, bien qu'ayant ce bagage et bien que le sachant, je suis quand même surpris de mesurer dans certains cénacles parisiens, combien les propos peuvent être fermes et méprisants. Et j'en suis même arrivé à me dire, et je le dis, et je vais même l'écrire, que vu qu'il y a un siècle ou deux, nous avons été traités de ploucs, parce que face à la modernité, nous qui ne parlions que bas breton, nous étions forcément en retard, n'ayant pas acquis la langue de Molière. Nous qui étions ploucs parce que nous étions tenants, porteurs de cette culture qui n'était que populaire et qui n'avait plus accès aux grandes institutions culturelles, théâtrales dont je parlais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en 2013, qui est en retard? Qui est en retard? Et je suis vraiment persuadé que les ploucs d'aujourd'hui sont ceux qui s'accrochent à un jacobinisme qui ne me semble pas du tout être à l'heure de l'Europe et être à l'heure du monde. Ceux qui sont ploucs aujourd'hui, c'est ceux qui tiennent des propos du XIXe siècle. Ceux qui sont ploucs aujourd'hui, c'est ceux qui nous ont vendu, il y a quelques années, un débat sur l'identité nationale qui était nourri de propos du XIXe siècle et qui n'était absolument pas adapté aux réalités du XXIe. Adapté à ce que Jean-Marie Gustave Leclésio disait lors de son discours d'intronisation au titre de son prix Nobel de littérature, lui qui, je l'ai dit souvent, se mettait sous la haute autorité, non pas d'Albert Camus, non pas de Claude Simon, non pas éventuellement de Jean-Paul Sartre, qui avant lui avait eu le prix Nobel de littérature, mais qui se mettait sous la haute autorité d'une paysanne illettrée amérindienne qui s'appelait Elvira.
Et Jean-Marie Gustave Leclésio, recevant le prix Nobel à Stockholm devant l'Académie Nobel, disait qu'il avait aussi été nourri par l'aube des peuples, par ces cultures populaires, par cette Elvira, paysanne illettrée. Les ploucs de 2013, c'est ceux qui ne reconnaissent pas cela et qui s'arc-boutent à des discours d'il y a un siècle, ou deux peut-être. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. J'avais préparé des notes que, évidemment, je n'ai pas suivies pour gagner les combats qui restent à mener en matière d'expérimentation, en matière de langue, en matière de culture. Nous avons vraiment, singulièrement, besoin du réseau Arfals et de Skolvreis. Merci à vous.